bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce top 10 des risques de sécurité des objets connectés ou IoT. Mon nom est Guillaume Simard et ça me fait excessivement plaisir de vous retrouver pour les prochaines minutes. Commençons par une définition. Objet connecté, c'est un objet qui est capable, outre sa fonction principale, d'envoyer ou de recevoir des informations par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications. Et on entend souvent le buzzword IoT, IoT ou Internet of Things, l'Internet des objets. Et cet Internet des objets-là comporte des objets connectés et toute une infrastructure technologique informatique. Quelques exemples d'objets connectés. On peut penser à votre appareil intelligent, bien évidemment, à des drones, à des caméras connectées, à des jouets tels que des poupées, des assistants vocaux, des voitures intelligentes et des appareils de la maison comme des lumières connectées. On parle aussi de maisons intelligentes. Installer des capteurs un peu partout dans votre maison, dans votre frigo pour détecter et analyser la nourriture que vous devrez acheter, des ampoules connectées, des thermomètres de toutes sortes pour prendre des décisions, est-ce que c'est le temps de chauffer, des caméras, etc. La ville intelligente aussi prend son envol. On veut installer des capteurs pour pouvoir mieux gérer la circulation et pouvoir prendre des décisions intelligentes pour tous les citoyens qui habitent la ville. Et en parlant de ville intelligente, dernièrement, Montréal, au Québec, a publié la Charte des données numériques. Donc ça date de octobre 2020. Et je vous invite vraiment à le lire et à en faire un survol. On parle entre autres des infrastructures urbaines connectées. Je lis. Réfère aux capteurs et autres actifs urbains connectés associés à l'Internet des objets, permettant une remontée rapide des informations du terrain. On identifie le déploiement de plus en plus d'objets connectés dans l'espace public afin d'intervenir et de résoudre efficacement les enjeux urbains. Par exemple, meilleure gestion des feux de circulation, des bornes de comptage, des capteurs de qualité de l'air et de l'eau. On soulève aussi d'autres termes que je considère importants, la sobriété écologique. C'est bien beau d'avoir accès à tous ces capteurs-là et de tous ces objets connectés-là, mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'ils vont vraiment permettre une meilleure gestion de notre ville? On sait que notre planète a besoin d'aide, bien évidemment, et donc sobriété écologique, peut-être en acheter un petit peu moins, en installer un petit peu moins, faire le calcul pour optimiser nos rendements. Et sobriété numérique aussi. Tous ces objets-là vont générer une quantité incroyable de données et est-ce qu'on a besoin de cumuler, de conserver toutes ces données-là? Donc, sobriété numérique. À lire la Charte des données numériques. Au niveau des protocoles aussi, vous en connaissez sûrement plusieurs, le Bluetooth, le Wi-Fi, le Zigbee, le Z-Wave, le 4G, le 5G, ce sont des protocoles qui sont utilisés avec les objets connectés pour permettre la communication. Les tendances, une petite recherche sur Google Trends nous montre qu'à partir de 2013, j'ai vraiment eu un envol sur la recherche du mot IoT et ce qui entoure le IoT sur Internet. La taille du marché maintenant. En cause de l'intelligence artificielle et la gestion de données massives, ou le Big Data, ça alimente le marché des objets connectés. En 2016, on disait que c'était un marché de 679 milliards de dollars US et on planifie pour 2023 2108 milliards de dollars US pour le marché des objets connectés. L'omniprésence, on veut en installer partout, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos villes. On parle de 41,6 milliards d'objets connectés qui vont générer 79,4 zeta-octets de données en 2025. Donc un zeta-octet, c'est un 1 avec 21 zéros. Donc une quantité astronomique de données. Peut-être devrons-nous aussi penser à la sobriété numérique. Maintenant, des incidents en lien avec des objets connectés. En octobre 2016, la plus grande attaque DDoS jamais lancée contre le fournisseur de services DIN
à l'aide d'un botnet IoT. Et le DDoS, c'est le Distributed Denial of Service. C'est le fait de prendre le contrôle de ces objets connectés-là et d'utiliser leur puissance de calcul pour envoyer des attaques ciblées. Donc envoyer, par exemple, des requêtes ping ou des requêtes de toutes sortes à des serveurs, et ces serveurs-là sont submergés. Ils ont trop de requêtes, ils doivent répondre à trop de personnes, à trop de systèmes, et ils tombent morts. Cela a conduit à des pannes sur Internet. On parle des sites web de Twitter, The Guardian, Netflix, Reddit et CNN. Une fois infectés par Mirai, les ordinateurs recherchent continuellement sur Internet des appareils IoT vulnérables, puis utilisent des noms d'utilisateurs et des mots de passe par défaut connus pour se connecter et les infecter. Donc des mots de passe par défaut. En voici une liste. Admin, admin. Admin sans mot de passe. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Root 1, 2, 3, 4, 5. Avec ces mots de passe-là, le logiciel malveillant est en mesure de se connecter, prendre le contrôle de l'objet connecté et pouvoir l'utiliser à ses fins. Autre incident de sécurité, la FDA a confirmé que les dispositifs cardiaques implantables de St. Jude Medical présentaient des vulnérabilités qui pourraient permettre à un pirate d'accéder au dispositif. Une fois infecté, il pourrait épuiser la batterie ou administrer une stimulation ou des chocs incorrects. Donc, d'où l'importance de bien sécuriser ces objets connectés-là, particulièrement dans le monde médical. Jeep. IBM a signalé le piratage de Jeep il y a quelques années, disant que c'était juste mais c'était suffisant. Et en juillet 2015, une équipe de chercheurs a pu prendre le contrôle total d'un Jeep en utilisant le bus CAN, le Controller Area Network du véhicule. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le top 10 OWASP des risques de sécurité des objets connectés. Donc, on va voir les failles les plus importantes. Et bien, ça va être à vous, en tant que développeur d'applications web, d'applications mobiles, de services web, d'objets connectés, d'implanter ça dans votre tête et de passer à l'action aussi pour tenter de sécuriser vos objets connectés au meilleur de votre connaissance. Numéro 1. Mot de passe faible, facile à deviner ou codé en dur. C'est facile de trouver un mot de passe par la force, brute force. J'ai une liste de mots de passe et je vais les essayer un à un. Puis parfois, il est même impossible de mettre à jour les accès. Et ça inclut des backdoors dans le micro-logiciel. Ce qu'il faut retenir, c'est d'améliorer la sécurité, la force des mots de passe et aussi éviter de coder en dur des mots de passe. Vous avez développé un objet connecté, vous avez écrit le micro-logiciel et à l'intérieur de ce micro-logiciel-là, il y a des noms d'utilisateurs et des mots de passe pour vous connecter à vos services web. Donc, il faut éviter à tout prix que ces mots de passe-là soient codés en dur et en plus non chiffrés. Numéro 2. Service réseau insécure. Service réseau insécure ou inutile exécuté sur l'appareil. Donc, il y a des services qui sont exécutés en permanence sur l'objet connecté et ils ne sont pas sécurisés. Peut-être que c'est possible de se connecter sans nom d'utilisateur et mot de passe. Et il y a même peut-être des services de débogage qui aident les développeurs à mieux comprendre le fonctionnement de l'objet connecté et ces ports-là ou ces services-là n'ont pas été fermés. Particulièrement les services exposés sur Internet qui pourraient compromettre la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité des données ou même permettre le contrôle à distance. Numéro 3. Interface de l'écosystème insécure. Il y a une faille dans l'application web, dans l'API, les services web, les services nuagiques ou l'interface mobile de l'écosystème qui permettrait de compromettre l'objet ou ses composants reliés. Donc c'est bien beau de sécuriser l'objet, mais il faut aussi sécuriser toute l'infrastructure ou l'écosystème en lien avec cet objet-là. Problème fréquent, manque d'authentification d'autorisation. Authentification, c'est de demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et autorisation, c'est de savoir est-ce que cet utilisateur-là a le droit de faire telle opération. Manque ou chiffrement faible, vous utilisez des protocoles HTTP non sécurisés. Manque dans la validation des entrées et des sorties.
En tant que développeur, c'est bien important de valider les données qui nous sont envoyées, qu'on va peut-être enregistrer, qu'on va utiliser dans notre code, pour éviter, entre autres, on le sait, le XSS, l'injection SQL et le buffer overflow ou d'autres problèmes de sécurité. Numéro 4, mise à jour insécure. C'est impossible d'appliquer des mises à jour de façon sécuritaire. Par exemple, impossibilité de valider le micro-logiciel. Il y a un téléchargement qui va se faire d'une mise à jour et peut-être que cette mise à jour-là a été modifiée durant son transfert sur Internet. Est-ce que vous allez avoir modifié le checksum ou vous allez vérifier que le logiciel a toujours son intégrité? Donc ça, c'est bien important. Mise à jour téléchargée à partir d'un protocole non chiffré. Vous avez téléchargé à partir du protocole FTP, qui n'est pas sécurisé, ou HTTP. Possibilité de revenir à une version précédente du micro-logiciel. S'il y a des failles, on ne devrait pas pouvoir revenir en arrière. Et manque de notification sur les mises à jour de sécurité. Il y a une nouvelle faille qui est détectée dans votre objet connecté. Est-ce que vous allez le savoir 3 mois plus tard, 1 an plus tard? Parfois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité de vos objets connectés. Numéro 5. Utilisation de composants insécures ou désuets. On utilise dans le développement logiciel des bibliothèques de tierces parties. Et peut-être que, justement, ces bibliothèques-là ou ces librairies-là comportent des failles de sécurité. On peut aussi parler de configuration insécure, de l'utilisation de logiciels ou matériels compromis provenant d'une tierce partie. Il faut sécuriser notre code, mais aussi penser au code qu'on utilise provenant de d'autres entreprises et de d'autres groupes. Numéro 6. Faiblesse dans la protection de la vie privée. Les données personnelles sont stockées sur l'appareil ou dans l'écosystème et elles seraient utilisées de façon non sécuritaire, d'une mauvaise façon ou sans permission. Donc, quand on va vous demander de configurer votre objet connecté, peut-être on va vous demander un nom d'utilisateur, un mot de passe pour se connecter à votre routeur, par exemple. Peut-être qu'on va vous demander votre nom, adresse, numéro de téléphone, courriel, et ces informations-là, comme le courriel, nom, prénom, sont des informations personnelles et les développeurs devraient prendre soin de ces informations-là. Donc on devrait au moins les chiffrer. Et si on les utilise, au moins demander la permission. Numéro 7. Transfert et entreposage de données insécures. Il y a un manque de chiffrement ou de contrôle d'accès pour les données sensibles à travers l'écosystème. Ça s'applique aux données au repos, en transit ou durant le traitement. 8. Manque dans la gestion des appareils connectés. Manque de support au niveau de la sécurité des applications en production. Cela inclut la gestion des actifs, la gestion des mises à jour, la mise hors service sécurisée, la surveillance des systèmes et la capacité à répondre aux incidents. Une fois que les objets connectés, votre infrastructure, votre écosystème est en production, là, il faut pouvoir mettre à jour tout ça. Il faut pouvoir dire, tel objet connecté n'est plus sécuritaire, je devrais peut-être m'organiser pour le sortir de mon écosystème. Et s'il y a des événements de sécurité, des incidents de sécurité, si quelqu'un est en train d'utiliser la force pour essayer des milliers de mots de passe, est-ce que j'ai des mécanismes pour le prévenir? Et est-ce que moi, en tant que développeur ou gestionnaire du système, je vais être informé de ces attaques-là? Donc, manque dans la gestion des appareils connectés. Numéro 9. Paramètres par défaut insécures. Les appareils ou systèmes livrés avec des paramètres par défaut non sécurisés ou qui n'ont pas la capacité d'être sécurisés. Donc des mots de passe, des accès, des services qui seraient ouverts, donc des problèmes dans la sécurité, ou peut-être des options de débogage qui sont encore activées et qui laissent sortir des données sur le fonctionnement de l'objet connecté, et ce fonctionnement-là devrait peut-être rester confidentiel ou privé. Donc, manque dans la configuration et les paramètres par défaut. Et numéro 10, faiblesse dans le durcissement physique. Absence de mesures de renforcement physique permettant aux attaquants d'obtenir des informations sensibles qui peuvent aider lors d'une future attaque à distance ou de prendre le contrôle local de l'appareil. La photo d'un câble micro USB, vous avez un objet qui est là, dans la rue, vous vous branchez, peut-être que vous allez être en mesure d'avoir accès à des informations de débogage, peut-être que vous allez pouvoir téléverser une nouvelle version du micro-logiciel à jour
qui inclurait peut-être des failles de sécurité. Si votre objet est accessible à monsieur, madame, tout le monde, et surtout aux pirates, et donc on pourrait tirer profit de ces circonstances-là et prendre le contrôle de ces objets. Le durcissement physique est aussi important. On connaît des protocoles de communication qui aident le développeur à déboguer des objets connectés, Jigsaw, ou d'autres protocoles qui seraient ouverts. Et donc, on peut se connecter aux objets connectés et peut-être récupérer de l'information confidentielle, modifier le micro-logiciel et peut-être même prendre le contrôle de l'objet connecté en question. Donc, ça met fin au top 10 IoT au niveau de la sécurité des objets connectés. J'espère que vous avez apprécié et je vais poursuivre avec un petit complément. J'aimerais vous demander, avant d'acheter votre objet connecté, avez-vous fait vos vérifications au niveau de la sécurité? On parle de la lumière intelligente Philips qui n'avait aucune sécurité. On branche l'ampoule. Avec votre appareil mobile, vous téléchargez l'application, mais il n'y a pas de sécurité sur cette application-là. Pour prendre le contrôle d'une ampoule, on n'a pas besoin d'entrer de nom d'utilisateur, ni de mot de passe, et même que le protocole qui est utilisé, Bluetooth, n'est pas chiffré. Donc, une fois, en tant que hacker, que je comprends le fonctionnement de cette ampoule-là, les messages que je dois lui envoyer pour l'allumer, l'éteindre, changer la couleur, mais je suis capable de prendre le contrôle de l'ampoule en question. Et j'espère vous présenter la démonstration de comment hacker et prendre le contrôle d'une ampoule prochainement. Ça risque de venir là, début décembre, mi-décembre. Et il y a la base CVE qui recense les vulnérabilités des objets connectés. Et ce qu'on peut lire pour le CVE 2019-18-980, Unsignify Philips Toalite Smart Wi-Fi with Connected LED Bulb, avec le numéro de série, device. An unprotected API lets remote users control the bulb's operation. Donc, il y a une API qui permet à un utilisateur qui n'est pas connecté de prendre le contrôle de l'objet en question. Une ampoule, c'est pas la fin du monde. Hein? Éteindre la lumière, allumer la lumière, changer la couleur. Mais si on pense, entre autres, à l'exemple de St. Jude Medical, et là, on peut voir que ça peut mettre en péril la vie de certaines personnes. C'est Amazon et Elon Musk qui veulent mettre en orbite des milliers de satellites tout autour de la Terre, entre autres pour permettre un meilleur accès à Internet. Et par rapport à ça, ma pensée, c'est que oui, il y a des régions reculées qui méritent d'avoir accès à Internet. Et sauf que ces milliers de satellites-là, sachons tout de même qu'il y a vraiment beaucoup de pollution autour de notre orbite. Il y a des milliers d'objets qui parfois se frappent et font des débris supplémentaires. Mais là, ces satellites-là, ces petits satellites-là, en basse altitude, vont faire en sorte que ça va être plus difficile d'observer le ciel. En ville, c'est déjà presque impossible en cause de la pollution lumineuse, mais on fait quand même un travail d'astronomie important pour mieux comprendre notre univers et ces satellites-là qui vont survoler la Terre mettent en péril l'observation de l'univers. On peut quand même tout de même voir le pour, amener Internet à une plus grande quantité de personnes, mais le contre, nous empêcher d'observer le ciel étoilé, qui est un droit de l'UNESCO. Donc, ça devrait être un droit à l'humain de pouvoir regarder le ciel étoilé. Et c'est quand on regarde ces étoiles-là qu'on se rend compte à quel point on est petit et qu'on est chanceux d'avoir cette planète-là, la planète Terre, pour y vivre. Maintenant, un petit mot sur le 5G qui est aussi en lien avec les objets connectés, l'IoT. Et ce qu'on peut dire, c'est que il y a des milliards d'appareils qui seront remplacés pour supporter le protocole 5G. Actuellement, vous avez peut-être un téléphone intelligent qui fonctionne avec 4G, LTE et vous êtes satisfait. Hein? Ça va assez rapidement et vous pouvez faire toutes vos tâches de façon efficace. Et donc, est-ce que ça vaut la peine de se débarrasser de votre appareil totalement fonctionnel qui répond à vos besoins, qui vous rend heureux pour un autre appareil de la dernière génération? Et en regardant sur Internet, je suis tombé sur des experts qui disent « Oui, ça pourrait être le fun d'avoir une latence un peu plus basse et de télécharger des vidéos un petit peu plus rapidement, mais je ne suis pas prêt vraiment à encourager ce protocole-là du 5G. Je ne vois pas vraiment un gain important pour moi. »
Et la consommation d'énergie sera aussi multipliée. Il va falloir installer des millions d'antennes à proximité des résidences. Donc pour construire ces antennes-là, il nous faut du métal. Il va falloir les installer, les transporter. La consommation d'énergie pour la fréquence 5G sera aussi augmentée lorsqu'elle sera utilisée et pour installer l'infrastructure massive. Et si on se souvient bien, on est dans une période critique de l'humanité. On est dans la 6e extinction massive de la vie sur Terre. Et notre ère moderne, c'est l'Anthropocène, donc l'humain qui est capable de modifier, de détruire des montagnes, de les raser, de raser des forêts entières. Et ça détruit la vie sur Terre. Je ne suis pas sûr que ça nous rend plus résilients et que ça nous apporte tant. Donc ça, c'est une question philosophique, on pourra en discuter. Mais ça pour dire que la nouveauté n'est pas toujours souhaitée. Et aussi, la fréquence 5G entre en conflit avec nos satellites météorologiques. À l'ère du réchauffement climatique, c'est important d'avoir des systèmes sur lesquels on peut se fier pour analyser l'état de la planète et la fréquence 5G va brouiller en quelque sorte les fréquences de nos satellites météorologiques. À prendre en considération. L'OMS, qu'est-ce qu'elle dit à propos des ondes sans fil? Donc, il y a plusieurs études qui ont été publiées durant les 10 dernières années, 2017, 2018, 2020, et le comité qui est en charge de l'évaluation des radiations sans fil a dit que le danger potentiel des radiations doit être réévalué d'ici 2024 avec une haute priorité. Donc ça veut dire que l'OMS nous lance un message pour dire qu'il y a peut-être des risques. On a des normes pour nous protéger au Canada et aux États-Unis aussi. Il y a des normes qui sont mises en place pour nous protéger de ces ondes électromagnétiques-là. Mais ces normes-là datent de 1970, 1980. Donc il y a vraiment eu une grosse évolution depuis. On regarde autour de nous et il y a des objets connectés qui utilisent différents protocoles sans fil. Et donc, avec ça, il faut garder en tête que peut-être que le principe de précaution devrait être mis de l'avant pour protéger notre santé, particulièrement, entre autres, les enfants qui sont exposés à des tablettes, à des téléphones cellulaires. Et on sait que ces enfants-là sont en train de grandir, leur cerveau est en train de grandir et la barrière, leur squelette est plus faible et plus mince. Et donc, ils sont susceptibles d'absorber plus de radiation. Et je vous laisse donc avec ce mot de la fin, en lien avec votre santé. Je vous le dis parce que je vous aime tous. Vous êtes tous importants pour moi, pour la suite de l'humanité. Et je veux votre bien évidemment. Je veux votre santé. Et donc, je trouvais important de faire cette petite parenthèse-là, santé, en plus de l'aspect cybersécurité. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si vous aimez la programmation et la cybersécurité. Je vous dis à bientôt et merci encore pour votre écoute. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche. Vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.